Imaginez un pays où, peu importe combien d'argent vous possédez, combien de diplômes vous accumulez ou combien vous êtes prêt à apporter, vous ne pourrez jamais devenir résident. Où le simple fait de vouloir y vivre vous confronte à des murs juridiques, des barrières culturelles et une surveillance constante. Ce n'est ni de la science-fiction ni le scénario d'un roman dystopique. Il existe des nations qui ont choisi de se fermer au monde. Certaines par idéologie, d'autres par peur de perdre leur identité, et d'autres simplement parce qu'elles en ont le pouvoir. Mais qu'est-ce qui les a poussées à prendre une décision aussi radicale? Que craignent-elles? Que protègent-elles? Et que sont-elles prêtes à sacrifier en échange de cet isolement? De plus, vers la fin mai, vous découvrirez le cas d'un pays qui non seulement a supprimé toute possibilité d'immigration, mais empêche même ses propres citoyens de partir. Êtes-vous prêt à explorer les territoires les plus impénétrables de la planète? Allons-y. Numéro 10, Liechtenstein. Numéro 10, Liechtenstein. Cette enclave entre la Suisse et l'Autriche, avec 40 000 habitants, se distingue par sa beauté alpine et son économie solide. Bien qu'il fasse partie de l'espace économique européen, ses murs invisibles freinent presque tous les étrangers. La raison principale réside dans sa taille minuscule et la pression immobilière. Le gouvernement craint qu'un afflux massif de personnes ne fasse grimper les prix de l'immobilier et ne perturbe la cohésion sociale. Sa politique migratoire repose sur des quotas annuels de résidence très bas et un système de tirage au sort qui privilégie les citoyens de l'UE ou de la Suisse. Obtenir la nationalité est presque impossible, uniquement après des décennies de résidence ou un mariage avec un natif. Il n'existe aucune voie par investissement ou mérite, et l'asile n'est accordé que dans des cas extrêmement rares. L'objectif est de préserver l'équilibre culturel et linguistique car l'allemand et les traditions locales sont considérés comme une partie essentielle de l'identité nationale. Ce contrôle strict entraîne des situations où des professionnels, même avec des contrats stables, ne parviennent pas à s'établir à long terme. Cela décourage la diversité et limite l'arrivée de nouveaux talents. Cependant, cela permet de maintenir un taux de chômage très bas et de protéger le pouvoir d'achat des habitants. Le risque est que la population vieillisse sans renouvellement suffisant. La société locale soutient majoritairement ces restrictions. Beaucoup craignent de perdre l'essence d'un pays aussi petit et appréciant l'exclusivité du modèle actuel. Il existe des voix critiques proposant une certaine flexibilité dans des secteurs spécifiques, mais elles n'ont pas encore gagné une influence décisive. Les chiffres le confirment, près d'un quart des habitants sont étrangers, presque tous originaires de pays voisins, tandis que le taux de naturalisation reste minimal. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Le Liechtenstein, monarchie constitutionnelle, opte pour un blindage quasi total qui, malgré certains avantages, limite la pluralité et projette l'image d'un territoire isolé des flux migratoires habituels. Bien que sa stabilité économique attire les étrangers, ceux-ci se heurtent à un mur juridique presque infranchissable. Pourtant, la majorité des habitants soutient cette politique, convaincus que c'est le seul moyen de préserver leur identité et leur fragile équilibre démographique. Avec sa combinaison de richesses, de traditions et de barrières strictes, le Liechtenstein s'impose comme l'un des endroits les plus difficiles à habiter en Europe, un cadre bucolique dissimulant des obstacles que très peu parviennent à surmonter pour obtenir une résidence permanente. C'est la réalité d'un royaume captivant. Numéro 9, Bhoutan. Numéro 9, Bhoutan. Niché dans l'Himalaya, avec moins d'1 million d'habitants, ce royaume bouddhiste applique une politique de haute qualité et faible impact pour chaque visiteur. Son profond respect pour l'harmonie spirituelle et la nature a conduit le gouvernement à limiter à l'extrême l'arrivée des étrangers. La principale raison est la protection de l'environnement et de la culture tibétaine, car une immigration élevée pourrait déstabiliser la géographie montagneuse et éroder les valeurs bouddhistes ancestrales. Par conséquent, obtenir une résidence permanente est presque impossible. Les règles sont si strictes que même les spécialistes étrangers ne peuvent entrer que par le biais d'accords ponctuels et pour une durée limitée. Un épisode révélateur de cette rigueur migratoire fut l'expulsion massive, dans les années 1990, de milliers de personnes d'origine népalaise. Cette action visait à maintenir l'hégémonie culturelle et démographique. Depuis lors, le Bhoutan impose des tarifs journaliers très élevés aux touristes et ferme toute voie vers la naturalisation.
La citoyenneté est presque exclusivement acquise par naissance, restant inaccessible pour la grande majorité des visiteurs. Les conséquences se manifestent dans une société où la diversité est minimale et où la main-d'œuvre étrangère est rare. Le pays évite ainsi l'urbanisation chaotique observée ailleurs, mais souffre d'un manque de professionnels hautement qualifiés. Pourtant, la plupart des habitants soutiennent ces mesures, les considérant comme les garantes de l'identité nationale et de la philosophie du bonheur national brut. Cependant, certains jeunes réclament une plus grande ouverture pour stimuler le développement et freiner l'émigration des talents locaux. Les chiffres confirment une présence étrangère infime, et les permis de séjour de longue durée ne sont accordés que de manière exceptionnelle. Le gouvernement, sous une monarchie constitutionnelle, surveille chaque entrée avec prudence. Ainsi, de nombreux Bhoutanais perçoivent les étrangers avec méfiance, convaincus que leur héritage spirituel et écologique est en jeu. Le Bhoutan illustre comment un petit État peut se protéger pour préserver sa vision de la vie, érigeant des barrières presque infranchissables afin d'assurer sa continuité culturelle tout en rendant l'intégration extrêmement difficile. En choisissant de protéger rigoureusement son territoire et ses traditions, il maintient son atmosphère mystique au prix d'un isolement presque total. Sa volonté inébranlable de préserver son héritage bouddhiste a fait du Bhoutan un sanctuaire unique où chaque visiteur ressent la force des traditions millénaires et un profond esprit spirituel. Numéro 8. Vatican. Numéro 8. Vatican. Avec à peine 800 habitants, cette minuscule parcelle de terre située au cœur de Rome est considérée comme le siège universel de l'Église catholique. Il s'agit d'une théocratie absolue où chaque personne présente joue un rôle précis lié aux fonctions religieuses ou diplomatiques du Saint-Siège. La population du Vatican ne répond à aucun critère civil ou économique, mais uniquement à la nécessité de soutenir l'œuvre ecclésiastique. Cardinaux, employés de la curie et membres de la garde suisse constituent l'intégralité des résidents. Il n'existe ni système d'immigration, ni processus de naturalisation, car la citoyenneté est directement liée à un poste au sein de l'État pontifical. Lorsqu'une personne cesse d'exercer sa fonction, elle perd également son droit de résidence. Cette forme de contrôle s'explique par la nature même du Vatican. Dépourvu de territoire pour s'étendre et entièrement consacré au service de la foi catholique, il n'a pas vocation à accueillir des personnes extérieures. Il n'y a ni programme pour les investisseurs, ni visa de travail, ni possibilité d'installation personnelle. L'entrée dans cet État relève donc d'un privilège conféré par la hiérarchie religieuse, et toute présence y est conditionnée par un poste ou une responsabilité spécifique. En conséquence, l'ensemble de la population vaticane est composé d'étrangers, temporaires aux yeux du monde. Cette structure permet d'éviter les tensions sociales car tous les résidents partagent un même objectif spirituel. De plus, le Vatican ne connaît ni chômage ni problème de vieillissement démographique puisque le renouvellement des habitants suit naturellement les changements internes de l'Église. Cette organisation garantit une stabilité inhabituelle sans besoin de s'inquiéter de l'intégration culturelle. Les effets de cette politique sont évidents. Toute personne extérieure à la mission religieuse est exclue, même si elle est catholique pratiquante ou souhaite s'installer pour étudier l'histoire de l'art sacré. Ces murailles deviennent ainsi un symbole d'enclave sacrée, bien au-delà de la fascination touristique qu'elles suscitent. Les rares statistiques disponibles montrent que près de 100% des habitants sont des citoyens vaticans par fonction, sans aucun projet d'ouverture à l'immigration. Dans ce sanctuaire singulier de la foi, l'idée de devenir résident à long terme c'est tout simplement impensable. Ici, la vocation remplace les démarches administratives et la tradition ecclésiastique perpétue un modèle unique d'accès strictement réservé à une élite. Numéro 7, Brunei. Numéro 7, Brunei. Situé sur l'île de Bornéo, avec environ 450 000 habitants, ce sultanat fonctionne sous une monarchie absolue appliquant la charia et concentrant le pouvoir entre les mains du souverain. Bien que riche en pétrole et en gaz, sa politique migratoire est l'une des plus hermétiques au monde. Des milliers d'étrangers y travaillent, mais leur présence reste strictement temporaire. L'une des raisons principales réside dans la volonté de protéger l'identité islamique et les traditions locales. Les autorités craignent qu'un afflux massif de migrants n'altère les valeurs religieuses et culturelles. De plus, le régime autoritaire permet une prise de décision rapide en matière de migration, sans débat public ni contrôle légal qui pourrait assouplir cette politique d'exclusion. Le contrôle est évident à travers des visas strictement encadrés, liés à un parrainage employeur et à une durée de séjour limitée.
Il n'existe aucune voie de naturalisation et le statut de résident permanent, rarement accordé, n'offre que peu de droits et peut être révoqué. Ainsi, le pouvoir économique et politique reste entre les mains des locaux, tandis que la main-d'œuvre étrangère reste subordonnée et sans ancrage. De nombreux travailleurs qualifiés, tels que des enseignants, ingénieurs ou spécialistes de l'industrie énergétique, voient que leur demande de résidence rejetée même après des décennies de service. Ce système empêche toute intégration culturelle et maintient une séparation nette entre les Bruneiens et les étrangers. Les effets sont multiples. D'un côté, le pays maîtrise parfaitement ses flux démographiques et assure la préservation de la foi islamique. De l'autre, il souffre d'une fuite de talents, car les travailleurs qualifiés repartent une fois leur contrat expiré. Toutefois, il n'y a pas de contestation interne majeure puisque la population locale bénéficie de généreuses subventions et privilèges, se sentant protégée dans son mode de vie. Les statistiques montrent un pourcentage élevé de travailleurs étrangers, bien que presque tous soient en situation précaire et temporaire. Si une partie de la jeunesse s'interroge sur la viabilité à long terme d'un tel modèle dans un monde globalisé, Brunei demeure inflexible, protégeant son système monarchique islamique et maintenant un verrouillage quasi total pour ceux qui espèrent s'y établir durablement. Numéro 6, Émirats Arabes Unis. Numéro 6, Émirats Arabes Unis. Avec environ 9,5 millions d'habitants, cette fédération de monarchies a connu une ascension économique fulgurante grâce au pétrole, à la construction et au tourisme. Pourtant, près de 80% des résidents sont des étrangers sans espoir de s'y établir définitivement. La raison principale est la protection de l'élite émiratie qui détient le pouvoir politique et économique malgré son statut minoritaire. Une naturalisation massive des travailleurs étrangers venant d'Asie, d'Afrique ou d'Europe transformerait profondément la culture locale. De plus, le modèle économique repose sur une main-d'œuvre bon marché et jetable, rendant les migrants plus faciles à remplacer s'ils deviennent inutiles. Les restrictions sont sévères. Les visas sont liés à l'emploi ou au parrainage d'un citoyen local. La citoyenneté n'est pas attribuée aux enfants nés sur place si leurs parents ne sont pas émiriens. La naturalisation par mérite ou investissement est rarissime, réservée à des cas exceptionnels. En pratique, la moindre infraction peut mener à une expulsion immédiate, renforçant le climat d'incertitude pour les travailleurs étrangers. Des millions de migrants, notamment ceux du sous-continent indien, travaillent dans le bâtiment dans des conditions précaires, sans possibilité d'intégration ou de regroupement familial. Le contraste est saisissant entre le luxe des quartiers touristiques et la rudesse des camps ouvriers, reflétant une profonde fracture sociale entre émiriens et étrangers. Les conséquences sont multiples. Stabilité pour les élites locales qui conservent tous les privilèges. Abus et inégalités dénoncées à l'international. Turnover constant empêchant la formation de véritables communautés immigrées. Pour les émiriens, la présence d'étrangers est tolérée tant qu'elle sert l'économie, mais le consensus demeure. L'identité arabe et islamique doit rester dominante. Les chiffres sont révélateurs, la majorité des résidents étrangers n'ont aucun droit politique, aucune possibilité d'achat immobilier et aucun espoir d'intégration durable. Malgré quelques réformes offrant des visas plus longs aux investisseurs et aux professionnels hautement qualifiés, la naturalisation reste quasiment inaccessible. Les Émirats illustrent ainsi un modèle de prospérité contrôlée, où l'enrichissement repose sur une main-d'œuvre étrangère temporaire, maintenue à distance par une minorité privilégiée qui garde le monopole des droits et du pouvoir. Numéro 5, Arabie Saoudite. Numéro 5, Arabie Saoudite. Avec plus de 35 millions d'habitants, ce royaume du Golfe repose sur le pétrole et une main-d'œuvre étrangère essentielle au secteur de la construction et des services. Pourtant, son système migratoire est strictement temporaire. Toute personne venant travailler sait que son séjour est conditionné à son contrat et au bon vouloir de son sponsor. Derrière cette politique se trouvent deux piliers du régime saoudien, l'interprétation wahhabite de l'islam et le nationalisme économique. L'objectif est de garantir la domination de la culture islamique sans influence extérieure et de réserver les emplois aux citoyens saoudiens. En outre, le système de kafala, parrainage, donne aux employeurs un contrôle absolu sur les travailleurs immigrés, qu'il s'agisse de leur visa, de leur mobilité ou même de leur droit de quitter le pays. Cela se traduit par l'impossibilité d'obtenir la résidence permanente ou la nationalité par des voies classiques. Les lois exigent des décennies de résidence et un appui local puissant, mais même dans ces conditions, la citoyenneté est quasiment jamais accordée.
De plus, des déportations massives sont régulièrement signalées, touchant les personnes en situation irrégulière ou ayant commis de simples infractions administratives. Un exemple frappant est celui des employés domestiques venus d'Asie et d'Afrique, souvent victimes d'abus et d'exploitation sans possibilité réelle de recours. Bien que le gouvernement ait tenté quelques réformes, le manque de droits fondamentaux pour les étrangers reste une préoccupation majeure. De plus, le droit d'asile politique n'existe pas car le régime privilégie la stabilité interne avant tout. Parmi la population locale, les avis sont partagés. Certains reconnaissent que les immigrés sont indispensables, occupant des postes que les Saoudiens refusent. D'autres défendent un contrôle strict des étrangers pour préserver l'équilibre culturel et religieux. De plus, l'important chômage des jeunes renforce le rejet des réformes migratoires plus ouvertes. Les statistiques indiquent que plus de 30% de la main-d'œuvre est étrangère, mais ces travailleurs vivent avec des droits limités. Aucune perspective d'intégration, aucune possibilité d'évolution sociale. Le modèle saoudien repose sur une main-d'œuvre jetable sans attache durable. Ainsi, malgré sa richesse, l'Arabie saoudite maintient un des systèmes migratoires les plus fermés du monde, où ceux qui contribuent à sa prospérité ne peuvent jamais espérer s'y établir. Numéro 4, Israël. Numéro 4, Israël. Avec environ 9 millions d'habitants, cet État a été fondé comme refuge pour le peuple juif après la Shoah. Depuis lors, la loi du retour accorde automatiquement la citoyenneté à toute personne de descendance juive. En revanche, ce privilège est refusé à ceux qui ne remplissent pas ces critères religieux et ethniques. La justification de cette politique repose sur l'essence même d'Israël en tant qu'État juif. Il s'agit de préserver la majorité juive face aux défis démographiques, notamment avec les Arabes palestiniens présents à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour cette raison, aucune immigration économique ou politique n'est encouragée, sauf pour les Juifs. Les restrictions sont strictes, contrôles aux frontières renforcés, obligation de prouver son ascendance juive et refus quasi systématique des réfugiés africains et arabes. Les expulsions d'étrangers sans papier sont fréquentes, même lorsqu'ils vivent en Israël depuis plusieurs années. De plus, épouser un Israélien ne garantit pas l'accès à la citoyenneté, sauf si le conjoint répond aux critères de la loi du retour. La conséquence immédiate est un fossé profond entre ceux qui correspondent aux critères israéliens et ceux qui en sont exclus. Des familles mixtes se retrouvent dans des situations juridiques précaires, sans possibilité de régularisation. Par ailleurs, alors que des milliers de juifs du monde entier sont encouragés à immigrer, les autres groupes restent largement exclus du projet national israélien. La majorité des Israéliens soutient le maintien de l'identité juive du pays pour des raisons culturelles et sécuritaires. Cependant, une minorité progressiste critique les discriminations légales, arguant qu'Israël devrait adopter des politiques plus inclusives en matière d'immigration. Pourtant, le gouvernement reste inflexible, appliquant sa doctrine fondatrice. Les chiffres confirment cette réalité, la grande majorité des immigrés sont juifs, tandis que l'immigration non juive reste marginale. Israël illustre ainsi une politique migratoire extrêmement sélective, justifiée par des considérations historiques et géopolitiques, mais qui est en fait l'un des pays les plus restrictifs au monde pour les non-juifs. Numéro 3, Turkménistan. Numéro 3, Turkménistan. Ce pays d'Asie centrale, avec environ 6 millions d'habitants, s'est fait connaître pour son hermétisme total. Sous un régime autoritaire qui glorifie ses dirigeants, Turkménistan restreint toutes les entrées et sorties, en faisant l'un des pays les plus fermés du monde. La raison principale de cette politique est le désir de maintenir un contrôle absolu sur la population. Le gouvernement craint l'influence d'idées étrangères qui pourraient remettre en question le pouvoir du président ou miner la propagande officielle, raison pour laquelle chaque visite est scrupuleusement contrôlée. C'est ainsi que les invitations gouvernementales ou d'entreprises sont indispensables pour accéder au pays. Il n'existe aucun programme d'immigration permanent ni de voie vers la naturalisation. Même les touristes font face à des formalités complexes, des quotas limités et une surveillance intense. L'accès à de nombreuses zones nécessite des permis supplémentaires, décourageant ainsi toute volonté d'établissement prolongé. De même, les Turkmènes eux-mêmes rencontrent de gros obstacles bureaucratiques pour voyager à l'étranger, de peur que des idées critiques du régime ne se propagent. Les expulsions et la répression des dissidents montrent la rigidité d'un gouvernement qui a choisi l'isolement plutôt que l'intégration mondiale. Les expatriés qui se sont installés pour des projets diplomatiques ou énergétiques évoquent un environnement de restrictions sévères, de surveillance interne et de peur de se mêler à la population locale. Ce climat de fermeture empêche la construction d'une société multiculturelle. Parmi les conséquences les plus notables figurent l'immobilisme économique et la manque d'opportunités pour la jeunesse. Bien que le pays possède des ressources naturelles précieuses, sa réputation de pays fermé freine l'investissement étranger.
Les lois anachroniques repoussent alors toute initiative étrangère qui pourrait offrir de nouveaux savoirs. La majorité des citoyens habitués à la rhétorique officielle ne protestent pas ouvertement, bien que certains rêvent d'une ouverture et de plus de liberté. Les statistiques sur la population étrangère sont pratiquement inexistantes, car le nombre de visiteurs reste minimal et le séjour prolongé est quasiment impossible. Turkménistan maintient un contrôle policier strict, verrouillant ses frontières physiques et mentales. Le pays reste fidèle à un modèle qui enferme la société turkmène dans une bulle dictée par la propagande. Quiconque tente d'émigrer vers ce régime autoritaire se heurtera à un mur bureaucratique infranchissable, symbole de la volonté du gouvernement de s'isoler du reste du monde. Numéro 2, Japon. Numéro 2, Japon. Avec environ 125 millions d'habitants, cet archipel asiatique a cultivé pendant des siècles une identité homogène basée sur la langue et les coutumes japonaises. Bien que non autoritaires, ces politiques migratoires ont longtemps été très restrictives, compliquant l'intégration des étrangers. La principale raison réside dans un mélange de nationalisme culturel et de méfiance envers l'influence extérieure. Au fil de son histoire, le Japon a mis en place plusieurs périodes de développement isolées pour protéger sa société des menaces identitaires. Aujourd'hui, le gouvernement accorde très peu de visas pour les travailleurs peu qualifiés et rend la naturalisation difficile avec des critères stricts comme une maîtrise avancée de la langue, de longues périodes de résidence et des démarches administratives épuisantes. L'absence de programmes d'immigration généreux entre en contradiction avec les besoins démographiques d'un pays vieillissant et dont la natalité est en déclin. Cependant, les élites politiques craignent que l'ouverture massive n'altère l'harmonie sociale et la culture japonaise. Parallèlement, il existe une répugnance historique envers l'asile, avec un taux d'acceptation des réfugiés parmi les plus bas au monde. Les exemples de cette dureté migratoire incluent la situation des descendants de Coréens qui vivent au Japon depuis des générations mais continuent à faire face à des discriminations et des barrières légales pour l'accès à certains droits. D'autres groupes, comme les étudiants étrangers ou les travailleurs d'usine, se voient accorder des visas à court terme et sont soumis à un contrôle strict qui entrave leur intégration. Les conséquences sont visibles dans une société peu diversifiée, surtout comparée à d'autres grandes puissances économiques. Des voix s'élèvent pour alerter que le manque de main-d'œuvre jeune pourrait freiner la croissance future. Mais les réformes introduites sont encore trop timides et ne représentent maintenant pas un changement profond. L'opinion publique reste partagée, mais il domine l'idée que préserver l'identité culturelle justifie les barrières. Les statistiques montrent que les étrangers représentent un pourcentage faible de la population et la concession de la citoyenneté reste extrêmement rare. Malgré des urgences démographiques, le gouvernement reste prudent. Le Japon symbolise la paradoxe d'une puissance industrielle de premier plan qui, tout en étant ouverte aux échanges commerciaux, impose des murs difficiles à franchir pour ceux qui souhaitent y établir leur domicile. C'est pourquoi il occupe la deuxième place de cette liste, où l'intégration étrangère reste une aspiration lointaine. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Numéro 1, Corée du Nord. Numéro 1, Corée du Nord. Avec environ 25 millions d'habitants et gouvernée par une dynastie totalitaire, cette nation se dresse comme le pays le plus imprenable de la planète. Sa philosophie d'autarcie, connue sous le nom d'idéologie juche, et le contrôle strict de la population ont créé une barrière infranchissable pour tout immigrant potentiel. Le gouvernement nord-coréen impose à sa population une surveillance extrême et empêche la libre circulation des personnes, tant pour sortir que pour entrer dans le pays. La méfiance envers l'étranger atteint des niveaux maximaux, car tout contact avec le monde extérieur est perçu comme une menace, susceptible d'introduire des idées contraires au régime. Ainsi, seuls quelques diplomates et membres d'organisations humanitaires peuvent accéder au pays, toujours sous surveillance constante. Il n'existe aucun programme de naturalisation, ni de système de visa permettant l'entrée de travailleurs ou d'investisseurs. Toute présence étrangère est justifiée uniquement par des accords d'État, avec le risque constant d'expulsion si les règles officielles sont remises en question. De plus, les citoyens nord-coréens vivent pratiquement sans option pour émigrer, sauf en cas de fuite clandestine ou de besoin extrême. Les conséquences de cette politique de clôture totale sont évidentes. La Corée du Nord reste isolée politiquement, économiquement et culturellement. Bien que le pays dispose de ressources naturelles et d'une main-d'œuvre abondante, son manque d'ouverture freine son développement et perpétue la dépendance au gouvernement actuel. L'histoire de famine
et de sanctions internationales aggravent encore la situation, sans que l'immigration ne soit envisagée comme une solution pour revitaliser le pays. À l'intérieur du pays, l'endoctrinement renforce l'idée que les étrangers représentent une menace pour la stabilité du régime. La majorité de la population a grandi avec peu ou pas de contact avec d'autres cultures, ce qui renforce l'image d'une société homogène et disciplinée. Cette uniformité est la conséquence de décennies de répression et de propagande qui diabolisent toute influence extérieure. Les chiffres officiels ne révèlent pas combien de ressortissants étrangers résident de manière permanente en Corée du Nord, car virtuellement, personne ne s'y établit. Il n'existe pas de statistiques sur l'asile, car personne ne peut en faire la demande dans un pays qui se définit comme une forteresse contre les idéologies extérieures. La Corée du Nord se couronne ainsi comme l'exemple ultime de fermeture migratoire, un mur physique et mental qui transforme l'idée de s'installer dans ce pays en une utopie impossible. Ce royaume hermétique clôt donc notre liste des pays où il est impossible de s'établir.